Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Notre invité ce soir est le chargé de mission du président de la République de Djibouti, Alexis Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlerons de la situation à Gaza, où votre pays investit massivement dans le soutien aux Palestiniens. Nous parlerons aussi de la situation dans la Corne de l'Afrique et aussi de l'actualité politique dans votre pays. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président Ismaël Omar Guelleh a refusé de présenter le Hamas comme un groupe terroriste. Comment qualifiez-vous donc les attaques les attaques qui ont eu lieu le 7 octobre en Israël? Écoutez, merci pour cette question qui est quand même très pertinente. Je pense que le président de la République a toujours été en faveur d'une politique comment dirais-je, au Moyen-Orient où il y aurait deux pays. Le soutien du président de la République, ou du moins le soutien de la République de Djibouti envers la Palestine ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question de sagesse, c'est une question également de réalisme. Et je pense que ce qui a été dit dans l'interview, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Maintenant, la qualification dont certains aujourd'hui essayent de convaincre pour que ces partis, enfin du moins le Hamas, soit considéré comme un groupe terroriste, je pense qu'en matière de droit international, ceci ne s'applique pas du tout, puisque les Nations Unies n'ont pas mis le Hamas comme groupe terroriste sur leur liste noire. Les pays occidentaux l'ont défini comme un groupe terroriste. Qui ça? L'Occident, les pays occidentaux. C'est leur opinion, mais ce n'est pas parce que certains qualifient le Hamas de terroriste que certainement d'autres pays qui ont cette liberté et le courage de s'exprimer de la façon la plus réaliste possible, dont les propos doivent être condamnés, absolument pas. Donc je pense qu'il ne nous appartient pas, en tout cas nous en tant que Djiboutiens, de considérer le groupe Hamas comme, du moins le mouvement Hamas comme un groupe terroriste. Maintenant à chacun de trouver son qualificatif, mais en tout cas Djibouti ne l'a pas fait, ne le fera pas non plus. Parce que je pense que le président de la République considère le Hamas comme un groupe de résistance. Je pense que beaucoup aujourd'hui s'inscrivent également dans cette réalité, comme quoi le Hamas est avant tout un groupe de résistance plutôt qu'un groupe terroriste. Donc les actes commis le 7 octobre qui ont fait plus de 1000 morts sont des actes de résistance selon vous, ce n'est pas des actes terroristes? Nous ne sommes pas les Nations Unies pour définir comment les choses se sont passées et quel qualificatif lui donner. Mais là, on parle justement de la dénomination qu'on doit donner à un groupe qu'on considère comme un groupe des résistants. Qui a commis des actes quand même d'une ampleur massive. Mais vous savez, c'est depuis plus de 70 ans que la Palestine vit sous occupation. Au-delà de cet octobre, je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce qui a pu se passer le 7 octobre et oublier justement ce qui s'est passé, et à la fois l'oppression, l'occupation et tout ce qui a pu se passer en tout cas avant le 7 octobre. Je pense qu'on ne doit pas intellectuellement résumer en tout cas la situation entre Palestine et Israël à la seule date du 7 octobre. Donc selon vous, s'il ne s'agit pas de crimes il ne s'agit pas d'actes terroristes, au moins ce sont des crimes de guerre, parce que c'est une guerre qu'il y a aujourd'hui entre le Hamas et Israël. Je ne pense pas non plus que l'on doit conscientiser. En tout cas, Djibouti ne va pas prévaloir en tout cas des Nations Unies qui peut apporter des qualifications sur ce qui a pu se passer ou s'il y a effectivement des saisines au niveau de la Cour pénale internationale. Cependant, quelle est la frontière entre comment dirais-je, entre un moment où un groupe doit être considéré comme terroriste ou comme crime de guerre et quand cela relève de la résistance? Vous savez, dans une maison qui vous appartient, quand on vient également vous occuper et que vous essayez de donner des coups de pied justement pour à la fois retrouver votre place sur ces territoires, vous ne pouvez pas, je pense, votre acte en tout cas de rébellion ne peut pas être considéré comme un crime de guerre. Je pense que les mots sont quand même assez dur considérer cela ainsi. Donc pas d'acte terroriste, pas de crime de guerre. Donc, votre gouvernement ne condamne pas ce qui a eu lieu le 7 octobre?
Nous, on n'a pas à condamner, je le dis encore. Je pense que dans l'intervention du président de la République, la chose a été très très claire, en tout cas. Donc maintenant, comme je le dis, s'il y a des gens ou des opinions autres que celles, autres que l'opinion, en tout cas publique nationale djiboutienne, si elles considèrent que c'est un acte de crime de guerre, ben, je pense que chacun doit faire valoir son droit auprès de la Cour pénale internationale pour que ceci soit reconnu en tant que tel ou pas. Mais tout en sachant bien évidemment que chacun porte un défaut monstre sur la réalité de ce qui se passe, en tout cas dans cette zone géographique du monde. Est-ce que votre gouvernement entretient des relations avec le Hamas? Absolument pas, absolument pas. Mais nous avons toujours eu en tout cas une relation de solidarité, de fraternité à l'égard du peuple palestinien. Justement, les Palestiniens continuent de vivre sous les bombes à Gaza alors que le Ramadan a débuté ce lundi. Les États-Unis espéraient une trêve avant le début de ce Ramadan. Est-ce que vous vous dites finalement les espoirs d'un cessez-le-feu sont ruinés? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir un peu de cette hypocrisie de parler de trêve et non de cessez-le-feu. Vous savez, c'est-à-dire que pendant une période, on va déterminer, enfin du moins, on va déterminer une durée de trêve et après c'est quoi? C'est open bar, c'est-à-dire qu'on va continuer encore à balancer de bombes pour tuer des populations civiles, aujourd'hui démunies de tout, et qui interpellent la conscience collective au niveau international. Je pense qu'on ne peut pas à la fois faire croire qu'on essaye de faire de son mieux pour que la raison revienne, et d'un autre côté, en tout cas, certains apportent leurs appuis ou leur soutien inconditionnel, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de la vie de plus de 2 millions et quelques. Vous savez, ça me fait rire quand on a vu la mort, bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir, la mort d'un seul homme qui est Navalny en Russie, avec tous les tapages et tout ce qui a suivi, alors qu'à côté, vous avez quand même plusieurs millions de personnes dont on est en train d'affamer, dont on est en train de tuer, et que cela ne suscite absolument pas une réaction quelconque. C'est quand même très étonnant. Votre président, encore dans cette interview à Jeune Afrique, a appelé à une solution à 2 États. Est-ce que cette solution, cette option est encore possible aujourd'hui, vu l'inflexibilité de Tel Aviv, qui a à sa tête aujourd'hui le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas résumer les Israéliens aux seules actions de M. Netanyahou. Je pense que la responsabilité lui incombe énormément, lui et tous ceux qui le suivent. C'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours dit qu'il faut faire la nuance entre ce qui est porté comme atteinte, en tout cas, à la vie humaine, et les peuples israéliens qui sont extrêmement contre ce qui se passe en tout cas. Cependant, la question à 2 États, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été soutenu par le président de la République, en l'occurrence la République de Djibouti, également d'autres. Et cette question revient de plus en plus aujourd'hui. Je pense que nul n'est au-dessus, en tout cas, de loi. Je pense qu'à un moment donné, ce qui se passe actuellement, beaucoup auront affaire à du moins à leur conscience. Et je pense qu'il y aura un effet des mémoires dont il faudra porter, parce que cette situation, en tout cas à Gaza, incombe pas uniquement au seul M. Netanyahou, mais également à tous ceux qui les soutiennent en tout cas dans ces génocides. À vous attendre, on confirme bien qu'il n'y a pas d'antisionisme en Djibouti? Absolument pas. Absolument pas. Et je vais vous dire une chose, je pense que nous sommes un des pays les plus respectueux, en tout cas, de valeurs des uns et des autres. Vous savez, à Djibouti, Djibouti est vraiment un petit pays où les communautés vivent ensemble. Il y a une coexistence, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre appartenance, en tout cas communautaire. Je pense que ces respects-là, en tout cas, de valeurs des uns et des autres, je pense que Djibouti est vraiment, en tout cas, en avant par rapport à de vieilles nations, malheureusement, dont les valeurs aujourd'hui qui sont portées sont complètement inversées. Et je pense que là-dessus, nous n'avons absolument pas de leçons à recevoir de quiconque qui pourrait nous qualifier aujourd'hui comme demain comme un pays antisionisme. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'antisionisme? Ça vient d'Israël. Pas forcément. Vous pouvez être chrétien et être sioniste. Je vais jeter un pavé dans la mare. Si l'occasion se présente, est-ce que vous serez favorable à la signature des accords d'Abraham avec les États-Unis, c'est-à-dire reconnaître Israël?
Écoutez, ça relève en tout cas de la politique des affaires étrangères de Djibouti. Je pense que s'il faudra se concentrer sur une décision quelconque, on le fera savoir au moment venu. Mais ce n'est pas exclu. On le fera au moment venu. Très bien, parlons de la situation en mer Rouge. Votre pays est aussi au cœur des tensions qui ont lieu actuellement dans cet espace maritime où des rebelles yéménites multiplient les attaques contre des navires marchands et parfois militaires, en solidarité, disent-ils, à la cause palestinienne. Là encore, votre position ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour vous, les Houthis yéménites ne sont pas des terroristes. Vous savez, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que lorsque vous n'êtes pas sur la même opinion ou que vous n'allez pas dans la même direction des uns et des autres, il est trop facile de trouver, en tout cas pour un certain nombre de groupes, un qualificatif extraordinaire. Maintenant, cette situation, bien évidemment, se passe en tout cas à nos frontières, puisque le Bab el-Mandeb est à peu près à 26 km, en tout cas, des côtes djiboutiennes. Mais ce qui se passe, que ce soit au niveau des interventions militaires, quel que soit le pays, tout cela se passe en dehors de notre eau territoriale. Tout ceci se passe, en tout cas, sur les eaux internationales. Maintenant, condamner les actions du Houthis pour ce qui nous concerne, je pense qu'on n'a ni à condamner, ni encore moins à être dans la position de ceux qui voudraient qu'on soit dans leur position. Je pense que les Houthis n'ont aucun problème avec la République de Djibouti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune atteinte, en tout cas à notre souveraineté nationale. Pour ce qui concerne maintenant leurs actions en forme de solidarité à la Palestine, il faut également peut-être poser la question à ceux qui aujourd'hui arment également Israël contre des populations civiles. Dans ce cas-là, le considère-t-on comme terroriste ou pas? Donc je pense que dans les cas de cette je pense qu'au-delà de toute conscience, ce qui se passe, c'est plutôt une question de géopolitique plutôt qu'autre chose. Et je pense que Djibouti ne se mêlera pas de ça en tout cas, et nous n'avons pas à qualifier qui que ce soit des terroristes. Vous n'êtes pas impacté par la situation en mer Rouge actuellement? Absolument pas. Très bien. Est-ce que vous appelez à cesser les agressions alors, au nom de la stabilité de la zone? C'est à la communauté internationale de trouver des solutions, bien évidemment. Mais Djibouti est un petit pays. C'est aux puissances militaires aujourd'hui de considérer cette question, en tout cas, concernant la résolution de ces conflits. Le président est actuellement à la tête de l'IGAD, qui est l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Est, dont l'Éthiopie et la Somalie. Et justement, la tension est montée d'un cran entre les deux États depuis la signature d'un accord de principe entre l'Éthiopie et la région autonome de Somaliland, qui lui permet désormais de bénéficier de l'accès aux services maritimes de cette région. Quel regard portez-vous sur cet accord qui a été signé? Eh bien, écoutez, de toute façon, nous, Djibouti n'a pas du tout à s'ingérer sur un sujet ou sur un point ou sur des accords, en tout cas, portés entre deux pays, c'est-à-dire entre, en tout cas, l'Éthiopie et la région autonome de la Somaliland. Maintenant, nous voyons ce que cela suscite comme problématique, puisque le gouvernement fédéral de la Somalie considère que la région autonome de la Somaliland ne peut pas porter à elle seule la responsabilité d'un tel accord et qu'il faut que ce soit le gouvernement fédéral qui puisse aujourd'hui agir ou pas agir, en tout cas dans le cadre de ces accords. Mais une chose est sûre, c'est que ça lance, une fois de plus, du moins, un conflit, en plus de conflits, en tout cas divers, qui sont dans la région. Est-ce que ceci était bien ou pas, je ne le sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que dans les cadres de la gouvernance du président de la République à la tête de l'IGAD, celui-ci a rappelé le respect de la charte, comme l'Union européenne, comme également les Nations unies, bien évidemment. Tout le monde a rappelé au respect de l'intégrité territoriale de la Somalie, que s'il y a bien évidemment des accords ou des sujets à porter avec la République de la Somalie, eh bien qu'il faut également engager une approche beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus respectueuse du gouvernement en place. Est-ce qu'il prévoit de réunir les deux chefs d'État pour...
Ça a toujours été, en tout cas, ce qu'a toujours, du moins, recherché le président de la République, de trouver, en tout cas, une entente pour apaiser la chose et que cette possibilité d'accès puisse être portée de façon respectueuse avec, si bien évidemment, le gouvernement somalien était d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, cet accord dont personne ne sait les contenus, y compris le gouvernement fédéral de la Somalie, effectivement pose un problème. Mais je pense que sur la durée, l'IGAD travaille pour qu'il y ait vraiment une résolution, en tout cas, à ces conflits-là. Cet accord aussi aura des impacts économiques pour vous, parce que la Somalie utilise aussi votre port pour faire entrer ces marchandises. Donc, s'il se tourne vers un autre port, ça risque l'Éthiopie, vous voulez dire? Oui, l'Éthiopie, effectivement. Oui. Pardon, l'Éthiopie. Vous savez, le marché est assez large. Djibouti, lorsqu'on voit tout ce que nous avons investi en matière de zones portuaires, et récemment même, nous avons reçu les 4 derniers portiques high-tech, je pense que le fait qu'on ait eu cette ambition, il y a maintenant plusieurs années, comme pays, c'est voulant un hub logistique, nous avons largement une longueur d'avance. Et vous savez, la profondeur de nos eaux aujourd'hui est un point que les autres, en tout cas, ne l'auront pas. Mais cela étant dit, le port de Barbara, s'il peut être un concurrent, en tout cas direct à Djibouti, c'est vraiment le bienvenu. La concurrence est extrêmement bien, il y a de la place pour tout le monde, mais encore une fois, je pense que Djibouti ne risque pas d'être impacté. Du moins, de toute façon, nous avons une longueur d'avance de minimum peut-être 30 ans. Il y a une autre crise aussi dans cette zone de l'Afrique, c'est la situation au Soudan avec le conflit entre les forces loyalistes et les forces rapides, c'est-à-dire la guerre entre les deux généraux. Comment le président aborde cette situation? Quelles sont les initiatives qu'il entend mener pour décrisper un peu la tension? C'est vrai, c'est un conflit qui est vraiment regrettable, tant bien sur le plan humanitaire que sur le plan économique, même politique. Le président de la République, en tant que président justement de l'IGAD, a favorisé en tout cas le dialogue et continue en tout cas à dialoguer avec les deux parties de manière à ce qu'il puisse y avoir une rencontre, puisque lui-même a reçu tous les deux, chacun son tour. Il avait même organisé de réunions extraordinaires au sein de l'IGAD pour trouver les résolutions, en tout cas, à ces conflits-là. Ces conflits regrettables, malheureusement, pose une question également des consciences, parce que quand on voit le flux, en tout cas migratoire, que cela suscite... Vous êtes impacté par l'arrivée des migrants chez vous? Pas chez nous, mais ça peut être ailleurs, que ce soit au Kenya ou ailleurs, mais il peut y avoir également chez nous. Mais le président de la République, en tout cas, essaie de mettre tout en œuvre avec également ses homologues de l'IGAD pour que très rapidement il puisse y avoir une solution, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes optimiste parce que la situation est vraiment très catastrophique, même avec le début du Ramadan. Est-ce que vous avez l'espoir d'arriver à un accord d'ici peut-être la fin? Nous l'espérons, et je pense que nous avons intérêt à être optimistes également dans une telle situation. Je crois qu'en politique, le pessimisme n'a pas sa place. Je crois que, en tout cas, le président de la République continue à œuvrer, en tout cas, au dialogue entre les deux parties, entre les deux belligérants, pour qu'il y ait rapidement, en tout cas, une solution à ces conflits. Parlons de la situation politique au Djibouti, mais j'aimerais qu'on revienne sur un documentaire qui a été publié par nos confrères de France Télévisions, dans lequel on retrouve un témoignage de l'ancien chef de la sécurité présidentielle qui porte de lourdes accusations contre le président Ismaël Omar Guelleh. Il accuse entre autres de violentes répressions contre ses opposants et surtout d'actes de corruption avec les autorités chinoises qui, je rappelle, est votre premier créancier. Est-ce que vous démentez cette information? Je pense qu'il n'y a pas lieu de démentir quelque chose qui nous rend hilar et quelque chose qui est complètement sorti de nulle part. Est-ce que vous le connaissez d'abord, vous étant proche du président? Est-ce que vous connaissez cet officier de... Il se présente en tant que tel, donc effectivement c'est un officier de la garde républicaine, mais qui n'a jamais été impliqué dans la sécurité personnelle du président de la République, en l'occurrence même autour de sa garde rapprochée, ce qui signifie qu'à aucun moment, je visionnais un peu justement cela, je suis très content que vous posiez cette question-là, malgré que l'on peut considérer lui et les autres intervenants comme même pas un détail, mais toujours est-il que tout ce qui a été dit, bien évidemment, nous rend hilar, ça fait gausser toute la République de Djibouti. Encore une fois, je le dis,
ça incombe en tout cas à ceux qui veulent faire, à ceux qui croient en tout cas à des telles, comment dirais-je, illusions montées de toutes pièces dont on considère, dont il faudrait contextualiser également, parce que ce reportage n'est pas tombé comme ça au hasard. Nous les contextualisons bien évidemment, et je pense que ceci n'est ni amical, ni productif, et encore moins constructif. Et je pense que les deux personnes qui ont parlé, notamment cet officier dont vous nous parlez, qui est aussi un opposant, ce n'est pas un opposant, c'est un monsieur qui... Oui, exactement, mais c'est ce monsieur-là, s'il a pris l'initiative, je parle de monsieur qui est l'ex-officier de la garde républicaine, s'il a considéré, lui, se faire une vie ici en France en calomniant son pays et son président de la République à travers un tel mensonge, ça le regarde, mais je pense que tout le chemin ne mène pas à Rome. Ce n'est pas parce que le monsieur a de tels propos que son statut de réfugié demandé ici pourra être accepté. Il s'est dit être traqué et aussi faire l'objet de menaces de mort. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de chasse à l'homme? Absolument pas. D'ailleurs, la famille même de ces messieurs est quasiment aidée par le gouvernement djiboutien, quelle que soit la position de ces messieurs-là. Mais non, ça ne rend hilar, ce n'est même pas un détail. Vous savez, Djibouti a d'autres défis beaucoup plus importants sur lesquels on peut aujourd'hui parler tous les deux en tant qu'invités ici, plutôt que ce qui n'est même pas un détail en fait. Et sur les relations avec la Chine, quelles sont les relations que le président Ismaïl entretient avec le pouvoir chinois? La République, en fait, c'est une obsession permanente, c'est une question récurrente. Vous savez, la République de Djibouti a divers partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit également les États-Unis d'Amérique, que ce soit également la France et d'autres pays, le Japon et j'en passe. Effectivement, il y a autant de présence militaire aujourd'hui à Djibouti, mais ce qu'il faut vraiment observer, c'est qu'à chaque fois où il y a une relation avec le pays africain, enfin entre la Chine et le pays africain, il y a une espèce de diabolisation autour de tout cela. Qui est votre premier créancier? Et tout le monde... Pardon? Qui est votre premier créancier en matière de dette, la Chine? Ça c'est vraiment... je suis content que vous me posiez la question, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez aujourd'hui à quelle hauteur aujourd'hui, par exemple comme cela, puisque nous sommes à Paris, à combien aujourd'hui la dette française est supportée par les Chinois? Entre 250 et 300 milliards de dollars. Si on va encore beaucoup plus tôt, qu'on va partir vers les États-Unis à hauteur d'à peu près 900 milliards que la Chine, bien évidemment, supporte comme dette sous forme de bons de trésor. Tout cela, nous le savons pertinemment aussi, c'est pour maintenir le coût de la vie et continuer à favoriser en tout cas les exportations chinoises. Mais cela, par contre, vous ne poserez jamais la question à combien s'élève la dette de leur pays que la Chine détient. Mais par contre, il est extraordinaire d'avoir cette même question récurrente. Vous savez, les dettes qu'on contracte auprès de la Chine est vraiment très très infime par rapport à ces États dont je viens de citer et d'autres d'ailleurs, mais cependant c'est de la bonne dette puisque aujourd'hui cette dette-là dont on a contracté auprès de notre partenaire chinois, c'est quelque chose dont on voit tous les jours puisque nos zones portuaires sont là, que tout le monde peut vérifier, la grande zone franche continentale est là également et que tout le monde peut vérifier, donc c'est de la bonne dette. Rapidement, comment le président prépare les élections en mars 2026? Est-ce qu'il a désigné son dauphin ou il compte rempiler? Écoutez, la désignation du dauphin, de toute façon, ça se fera au sein de son parti, mais après, d'autres peut-être l'entendent autrement. Djibouti est une démocratie. Si au sein du parti RPP, donc du parti du chef de l'État, il va y avoir une désignation d'une personne, cela ne sous-entend pas que forcément ce sera le président qui sera élu. Après, ce sera aux Djiboutiens de se prononcer sur leur futur président. Cependant, à l'heure actuelle, le président de la République a d'autres défis à relever avec l'ensemble de son gouvernement plutôt que de se soucier de cette question de 2026. On pense à l'avenir quand même. Oui, mais à l'avenir, on y pense au moment venu. Vous savez, quand on parle également de réformes sociales, des réformes économiques, sur la jeunesse, sur le travail, c'est aussi l'avenir de la République. Et donc, l'élection n'est pas le seul avenir, en tout cas, de la République de Djibouti. Merci beaucoup, Alexis Mohamed. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Télé Sud.